j'aimerais vous parler un petit peu de technologie et on va commencer tout de suite en parlant d'une technologie qui a fait pas mal de ravages au cours de la guerre. C'est le lance-flamme. Vous savez tous ce que c'est qu'un lance-flamme, j'imagine ? Oui, Oui. c'est un truc qui crache Oui. du feu, quoi. C'est un truc Comme qui un crache dragon. du feu. C'est exactement comme un dragon. On y reviendra à ça. Moi, je suis un peu comme Mika et j'ai fait mes devoirs, mais pas trop mes devoirs. Je vais surtout vous parler un petit peu d'archives. Il se trouve que j'ai trouvé un bulletin des armées datant de 25 et 27 février 1915 qui relate l'une des premières utilisations d'un ersatz de lance-flamme. Et je m'apprête du coup dès à présent à vous en faire la lecture. Les tranchées françaises et allemandes coupent transversalement le bois de Malencourt de l'ouest à l'est. Elles sont très rapprochées les unes des autres et le plus souvent défilées au vu par l'épaisseur des taillis et les mouvements du terrain. Des sapes cheminent de part et d'autre et l'on se bat à coups de mine ou de grenades. Notre progression méthodique nous a rendu maîtres en divers points des tranchées ennemies. Le 26 février, vers midi, les hommes qui occupaient une des tranchées ainsi conquises, près du layon central du bois, virent une fumée abondante et épaisse s'élever contre le parapet de leur ouvrage. Cette colonne de fumée noirâtre était haute d'une quarantaine de mètres. Ceux qui étaient plus éloignés, à l'intérieur du bois, purent l'apercevoir et crurent que nous venions de faire jouer une mine. Les défenseurs de la tranchée sentirent un vent brûlant s'abattre sur eux, et en quelques instants, ils furent inondés d'un liquide enflammé qui croit être du goudron. Les jets de liquide répandaient sur eux, à travers la fumée, comme s'ils étaient lancés par une pompe. Il y avait une dizaine de mètres d'abattis et de fils de fer devant la tranchée, mais cachés par le nuage de fumée, les Allemands, dont beaucoup portaient de grandes cisailles pendues au cou, purent s'ouvrir un passage. Ils parvinrent ainsi à pénétrer dans la tranchée et, profitant de l'effet de surprise, ils cherchèrent à exploiter leur succès en gagnant du terrain sous bois. Mais nous réussîmes à constituer en arrière un barrage solide, et dès le lendemain, une contre-attaque vigoureusement menée nous rendit presque entièrement le terrain perdu le 26 février. Il n'y a donc lieu de retenir de cet incident que l'utilisation d'un procédé de combat renouvelé de méthodes de guerre que l'on croyait abolies. L'armée allemande, déjà pourvue d'un matériel d'incendie réglementaire, a complété son outillage. S'ensuit un communiqué officiel français du 6 mars 1915. Un de nos amis, infirmier de l'Avent, nous envoie ceci émouvant. Du front de l'Argonne, 1er mars 1915, je me trouvais à la gare d'évacuation lorsque samedi vers midi les ambulances amenèrent les premières victimes de misérables incendiaires. Jusqu'à ce moment, nous avions refusé d'accorder créance au bruit qui courait depuis la veille, tant le fait paraissait abominable. La descente de nos blessés fut, en même temps qu'une révélation, un spectacle poignant. Quand, dans le petit groupe que nous formions sur le quai de la gare, nous aperçûmes leurs pauvres figures ravagées, leurs membres boursouflés, leurs capotes brûlées, une émotion intense s'empara de nous. Eux, cependant, avaient un sang-froid et une vaillance admirables. Pas un ne laissa échapper une plainte lorsque les infirmiers les transportaient sur des brancards. Nous nous approchâmes alors de ceux qui avaient été le moins grièvement atteints, et, pendant que leurs camarades prenaient place dans le train sanitaire, ils nous firent le récit du crime Boche, par où, nous dirent-ils, le courage indigné de nos camarades restés à la tranchée, loin d'être ébranlé, a été centuplé. C'était hier soir, à la tombée de la nuit. La journée avait été relativement calme. Rien ne laissait prévoir une attaque des Boches. Soudain, un de nos camarades s'écria « Tiens, mais qu'est-ce qui tombe donc? On dirait du pétrole. » Sur le moment, nous sommes restés incrédules. Mais il fallut se rendre à l'évidence. Ce liquide qui nous arrivait en 2 jets habilement dirigés était bien du pétrole. Les Boches nous le lançaient soit à l'aide de pompes à incendie volées dans quelques villages, soit avec des appareils spéciaux construits dans ce but. Le sous-lieutenant qui nous commandait fit aussitôt éteindre toutes les pipes. Précaution inutile car quelques secondes s'étaient à peine écoulées que des grenades incendiaires commençaient à pleuvoir. La tranchée s'enflamma en quelques instants. Pour achever leur œuvre barbare, les bandits, profitant de notre désarroi, n'hésitèrent pas à s'approcher de la tranchée et à y jeter des torches allumées. Aucun d'entre nous n'échappa à ce torrent de feu. Nos vêtements ruisselaient de pétrole. Nous furent bientôt environnés de flammes et forcés coûte que coûte à abandonner notre position devenue intenable. Nous nous sommes donc repliés, mais du
Du moins, nous avons attendu nos camarades de seconde ligne qui, en se retranchant à quelques mètres de la tranchée incendiée, furent en mesure de résister à l'attaque allemande qui se produisit 10 minutes plus tard. Les pétroleurs expirent durement leur forfait. L'ardeur des nôtres était décuplée par leur désir de nous venger. Une contre-attaque à la baïonnette menée avec une véritable furie causa dans les rangs ennemis de ravages terribles. Dès lors, les Boches ne persévèrent pas dans leur entreprise. Ils comprirent que leurs efforts resteraient vains, mais ils regagnèrent leur trou. Mais ils abandonnaient 150 morts, autant de blessés, et laissaient entre nos mains 60 prisonniers. Alors, c'est assez intéressant d'avoir ce témoignage de plusieurs soldats qui, du coup, qu'on peut effectivement du coup retrouver dans les archives des communiqués officiels. Alors, dans les faits, dans ce que j'avais trouvé, les pertes françaises sont légèrement atténuées quand même malgré tout, puisqu'il y a eu beaucoup plus de pertes françaises que ça finalement. Il y a eu beaucoup de prisonniers capturés par les Allemands aussi à ce moment-là. Et d'ailleurs, c'est la presse qui va relayer un petit peu comment les Allemands ont réussi à se préparer à cette attaque-là. Voilà, en fait, en gros, le 26 février, les Allemands vont déployer une puissante attaque avec des mines et employer des lance-flammes au bois de Malancourt. L'effet de surprise est tel qu'ils vont faire jusqu'à près de 2000 prisonniers français au total. Ils les garderont pas tous, puisqu'effectivement, après, il y a une contre-attaque. Donc c'est quand même un gros coup de maître. Et du coup, comment ce coup de maître a pu être réalisé? C'est le journal du Lot du 17 mars qui va dédier un article à cet événement. À nouveau, je vais me permettre de le citer. La tranchée enflammée de Malancourt. Un prisonnier fait récemment dans les bois de Malancourt a donné de nouveaux détails sur les conditions dans lesquelles avait été préparé l'incendie de la tranchée. L'opération avait été organisée par des pionniers de la garde venus spécialement. Ils avaient installé une dizaine de pompes à incendie ordinaires dans des sapes creusées en avant des lignes allemandes. Ces sapes étaient terminées par une parallèle permettant de placer deux pompes l'une à côté de l'autre. La tête des sapes se trouvait à environ 30 mètres de la tranchée occupée par les Français, le front couvrant environ 400 mètres. Les pompes furent remplies la veille avec un liquide noirâtre ayant l'aspect et l'odeur du goudron. Chaque pompe aspergeait environ 40 mètres du front du parapet de la tranchée française. L'incendie dura 10 à 15 minutes. Après l'attaque, les pionniers reprirent leurs pompes et partirent vers une autre destination. Voilà plus ou moins comment ça s'est passé, cette attaque, du coup, avec un pseudo-lance-flamme. Parce qu'en fait, c'est pas vraiment un lance-flamme, c'est plutôt un lance-goudron. Et par-dessus, on envoie de quoi faire cramer un petit peu l'ensemble. Mais tout ça, ça va faire réfléchir un petit peu le haut commandement français qui, en mars 1915, va donner du boulot au capitaine ingénieur Victor Schilt en ordonnant la fabrication de plusieurs appareils que l'on peut, du coup, qualifier pour le coup de lance-flammes. Victor Schilt va s'exécuter et avec des hommes issus des régiments de sapeurs-pompiers de Paris et rattachés au 1er régiment de génie, ils vont créer une brigade, une des premières compagnies de lance-flammes françaises. Dès la fin mai, la compagnie reçoit pour mission de monter au front de la butte de Vauquois, en Argonne, théâtre de lutte acharnée depuis déjà plusieurs mois. L'objectif fixé est d'appuyer l'attaque du 3e bataillon du 31e régiment d'infanterie prévu le 6 juin 1915 en soirée. Après avoir réussi à atteindre le sommet de la butte avec son encombrant matériel, la compagnie attend le signal pour passer à l'action. Et dans un premier temps, l'offensive semble être une réussite, les tranchées ennemies se retrouvant recouvertes par les flammes. Mais celle-ci, atteignant très probablement un dépôt de munitions allemand, provoque une énorme explosion dont le souffle rabat le feu sur les lignes françaises. Dans la panique, celle-ci amorce alors un mouvement de repli désordonné qui ne fait qu'aggraver la situation. Les porte-lances ne peuvent plus maîtriser les engins qui distribuent leurs flammes au hasard. Une fois les incendies maîtrisés, le bilan est terrible. Une vingtaine de morts et une centaine de blessés pour les 31e et 76e régiments d'infanterie. Quant à la compagnie Schilt, elle déplore parmi ses soldats du feu 5 morts et 10 blessés victimes de leurs propres armes. Alors bien sûr, c'est que le début, vous vous en doutez, ça va pas s'arrêter là. L'armée allemande continue à déployer des lance-flammes tout au long de la guerre. Ils vont être employés à près de 300 occasions, habituellement par équipe de 6 lance-flammes. C'est ce qui sera notamment fait pour la première fois par les Allemands en juillet 1916 à Ouge, Belgique il me semble, contre les Britanniques, et ensuite également à Verdun.
De leur côté, les Britanniques développeront quant à eux le grand lance-flamme de l'Events, qui est également surnommé le Dragon de la Somme, un lance-flamme long de 17 mètres et lourd de 2,5 tonnes. Mais ceci est une autre histoire. Voilà un petit peu pour 2,5 tonnes, ouais. C'est un dragon, le truc. Et, clairement, ouais. Et en gros, du coup, le but, c'est qu'il asperge les tranchées adverses. Voilà. Oh la vache. Il avait une petite déco et tout, il était un peu stylé, un peu pimpé. Pas sûr. Je pense que ça aurait peut-être fait mieux passer la sauce, sans mauvais jeu de mots. Mais ouais. My Lance-Flamme, quoi. Non, parce que Big Bertha, ils avaient fait presque un effort au niveau du nom, mais c'est vrai que c'était juste un gros canon. Mais quand même, quoi, ils auraient pu faire, je sais pas, une petite bouche avec un petit truc de dragon, là, ouais, c'est j'avoue. Ça aurait été pas mal, quoi. Je suis pas sûr que c'était le délire de la maison. Voilà, du coup, pour notre premier engin de mort. Il y en aura d'autres que je vous décrirai au cours de cet épisode. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.